good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur l'annonce de la fermeture de Mac+, le doyen des sites d'ActuMac. Ces derniers risquent-ils de disparaître à cause des bloqueurs de pub? Au-delà, quel avenir pour la presse high-tech gratuite? Débat en compagnie des journalistes de Mac+, Mac Forever et Mac Génération. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici dans le studio de Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et qui nous diffuse en exclusivité dès le vendredi soir. Désormais, nous sommes exclusivement diffusés sur Dailymotion et plus sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Dailymotion, où vous serez prévenu en temps réel de la publication d'une nouvelle émission. C'est facile, c'est tous les vendredis pour parler avec moi de l'actu Mac. On va parler Mac, de site d'Apple ce soir. Le Benjamin de cette émission, mais également l'anthropologue du Mac. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien? Bah écoute, un petit peu attristé par cette nouvelle, mais bon, on va en discuter. Bien, mais oui. Ravi d'être ici. Et puis a priori, l'histoire va continuer, mais on ne va pas trop dévoiler de choses ce soir. On devrait avoir dans un instant, normalement, s'il arrive à réparer sa carte son, Cédric Ingrand, qui devrait être en duplex de LCI, invité normal en visioconférence en duplex de San Francisco, Cédric Merriot, alias... Stedman, hein, c'est bien ça, de Mac+, en duplex de San Francisco. Ça va bien, Cédric? Ça va, un peu tôt. Un peu tôt, ouais. Merci d'avoir accepté de faire cette émission parce que les horaires parisiens ne sont pas forcément les horaires de San Francisco. On est bien d'accord. Il est quelle heure là, à San Francisco? Il est 6h moins le quart du matin. Merci à toi de t'être rendu disponible et de venir nous raconter. Et on va essayer de retracer ensemble l'histoire de la presse web, ensemble, l'histoire de Mac+, mais aussi celle de Mac Forever avec Didier Pelucani. Bonsoir Didier. Salut Olivier. Ça va bien. Alors toi, tu es pas à San Francisco, mais tu es un petit peu en vacances, c'est ça? Oui, je suis au fin fond d'un chalet à Chamonix et comme tu peux le voir avec la voix un petit peu cassée. Oui, on ne va pas te plaindre non plus, hein, on va se calmer. Hein. Bien, et apparemment, la connexion Internet tient pourvu que ça dure. Et dernière invitée et dernière figure de la presse Mac, il s'agit bien sûr de Florian Innocent de Mac Génération. Bonjour Florian. Bonjour Olivier. Florian qui lui est en duplex de la rédaction de Mac Génération qui est à Lyon, c'est bien ça? Une petite ville en dessous de Paris. Une petite ville, ouais, si on veut. Voilà, on avait également demandé à Lionel de MacBitouille d'être également présent avec nous ce soir. Malheureusement, il n'était pas disponible, mais on essaiera quand même de parler un petit peu de MacBitouille, qui est également un site qui a marqué l'histoire du Mac en France. Brièvement, donc on va parler ce soir des raisons de la fermeture de Mac+, avec Cédric, avec Sedman. On va parler de l'histoire de l'actu des sites Mac. Mais avant, on va faire un premier point sur le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Allez, le chiffre de la semaine avec Paul. Quel est donc le chiffre cette semaine? Eh bien Olivier, le chiffre cette semaine, on va parler d'Adblock et notamment son nombre d'utilisateurs en France. C'est 4,2 millions. Alors on va voir à quoi ça correspond. À quoi ça correspond? Alors il faut savoir qu'Adblock est l'extension la plus téléchargée pour Firefox. Il y a plus de 60 millions de téléchargements, plus de 175 000 nouveaux utilisateurs chaque semaine, 15 millions d'utilisateurs à travers le monde et 4,2 millions rien que pour la France. C'est énorme, c'est beaucoup, sachant qu'un site général est touché à hauteur de 20% de son lectorat. Je te laisse compléter pour les sites Mac. Oui, enfin, de manière générale, Adblock, donc c'est l'outil qui est aujourd'hui utilisé notamment avec Firefox pour bloquer les publicités. Est-ce que ça vous semble un chiffre cohérent? On peut peut-être commencer avec, puisqu'il est à l'image, avec Florian. Ça te semble cohérent, ce nombre si important d'utilisateurs? Non, c'est faux. Non, c'est le pourcentage qui donne 20% chez MacG, on doit frôler les 40% à peu près. Ouais, juste. Donc voilà, après ça doit je ne sais pas ce que dira Didier, mais je pense que on doit être d'accord sur le principe qu'on est des sites qui sont orientés techno forcément. Donc les gens sont un peu plus habitués à installer des choses sur leur navigateur et puis à savoir comment s'en servir. Donc, qui est une moyenne basse, oui, ça doit être un peu l'agrégat des sites généralistes et des sites informatiques. Didier et Cédric, de votre côté, vraiment la part de publicité mangée par Adblock est si importante que ça également sur vos sites? Désolé Didier, je saute sur la réponse. En ce qui concernait Mac+, on arrivait à près de 50%, ce qui a
notamment motivé aussi notre décision de plus poursuivre l'aventure. Mais ouais, comme disait Florian, on est des sites techno, donc du coup les gens sont plus enclins à installer ce genre de plugin. Et de fait, chez nous, même si on a toujours fait en sorte d'avoir de la publicité de qualité, ça a fait beaucoup de dégâts. Ouais. Après, je ne sais plus les derniers chiffres, c'était 49 et des brouettes. Ouais. Ouais. 20%, c'est plutôt pour des sites généralistes, effectivement, qui ne s'adressent pas à des geeks, qui ne s'adressent pas à des gens qui ont un vrai savoir-faire en matière de configuration de leur ordinateur. De ton côté, Didier, qu'en est-il de Mac Forever en termes d'impact de AdBlock? En fait, c'est marrant parce que ce 20%, nous, on l'a eu très tôt. Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce qu'il commence à arriver justement sur les sites généralistes autour de 20. Ouais. Quand nous, effectivement, on est à des taux qui sont entre 40 et 60. Hein, on a déjà eu des pics à 65% donc d'inventaire qui n'était pas monétisé. Donc, ouais. Un manque à gagner assez énorme pour des sites techno. Tous les sites techno sont dans ce cas-là. Hein. Nous, on a des régies publicitaires, on se connaît un petit peu tous les sites techno, et c'est vrai que c'est vraiment le sujet de ces 2-3 dernières années, parce que ça s'est excessivement intensifié en fait depuis 2-3 ans. En fait. Ce qui est relativement injuste quand même, c'est qu'on peut vraiment dire que les sites Mac est entre guillemets exagéré sur le créneau des publicités, contrairement à d'autres sites tech plus connus, avec une audience plus importante. Donc c'est assez injuste, mais en général, vous ne trouvez pas? Après, ça dépend. Disons que chacun met la barre à des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la pub insupportable, c'est quand vous avez une vidéo qui se déclenche sur l'article avant que vous puissiez le lire. Ça, c'est quelque chose dont on sait tous, je pense, plein. On n'a jamais vraiment utilisé. Oui, oui. Pour d'autres personnes, ça sera une seule pub, ça sera déjà trop. Donc, quand on voit les discussions des lecteurs, on a l'impression qu'on ne sait pas trop jusqu'où il faut descendre. C'est-à-dire, en gros, on est d'accord pour avoir de la pub, mais on ne veut pas la voir sur le site. Ce qui est un peu contradictoire, puisque c'est quand même le but de la pub d'être vu. Donc, quel niveau de pub il faut pour que ce soit acceptable, c'est vrai que c'est assez difficile. Ouais. Mais c'est vrai, encore une fois, que ce que tu décris et qui a souvent exaspéré, et moi le premier, les lecteurs, ne concernait pas forcément les sites Mac, qui, c'est vrai, n'étaient pas forcément des sites qui avaient énormément de publicité sur leur home. Il y a eu une annonce quand même au mois de juin dernier, avec l'arrivée de l'iOS 9 chez Apple, d'un bloqueur de pub qui devait être intégré à iOS 9. Donc on pense bien que la plateforme mobile était relativement épargnée jusqu'à maintenant. C'était quand même un scénario catastrophe si iOS 9 avait intégré également ce bloqueur de pub. Mais il y a des bloqueurs de pub sur iOS maintenant. Hein. Oui, mais pas par défaut. Non, mais disons que les gens qui sont assez motivés pour bloquer les pubs, ils vont aller les télécharger assez vite. Ce qu'il y a sur le mobile, il y a quand même une petite différence, c'est que les gens consultent quand même beaucoup à travers les applications. Et forcément, tant qu'Apple bloque pas les applis, ce qu'ils pourraient faire potentiellement, on est assez épargné. Enfin, tous les sites d'actu sont excessivement lus par les applis. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Désolé Olivier, juste la différence en plus entre le desktop et les terminaux mobiles, c'est que sur les terminaux mobiles, tu peux plus facilement monétiser ton application par le biais d'achats in-app, etc. Donc en gros, si le lecteur ne paye pas un ticket d'entrée, il n'accède pas au contenu. Donc, de fait, on peut très facilement se passer de la pub. Après, l'éternel débat, et je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est comment transformer une publication majoritairement gratuite en application payante. D'accord. On va essayer déjà de faire si vous êtes d'accord, un petit état des lieux des sites d'Actu Mac. On va commencer, si tu veux bien, avec toi, Cédric, et Mac+. Quelle est donc la raison qui vous ont poussé après presque 20 ans de mise en ligne, doyen de la presse high-tech web, pendant un temps même leader, de finalement jeter l'éponge? Il y a plusieurs raisons à la motivation de la fermeture de Mac+, hormis l'aspect économique. L'aspect principal, c'est qu'il y avait plus la motivation. Concernant la motivation, en gros, il y avait plusieurs choses là. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on amène à nos lecteurs. Et en fait, le constat a été, c'est triste, mais
plus grand-chose, dans le sens où on est tombé dans une espèce de course à l'actu quotidienne, et en cours de route, on n'était plus en mesure d'y livrer des articles de fond, comme par exemple le fait très bien Mac Génération. Et on s'est posé la question en disant, voilà, il y a 4 sites principaux Mac, qu'est-ce qu'on amène? Si la réponse n'est pas grand-chose, autant arrêter. Qui plus est, Mac Plus a toujours fonctionné sur un modèle associatif et du bénévolat, et de fait, on a commencé, on avait 20 ans, aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'en ai plus de 40, et on estime avoir fait le tour du sujet. Si on ajoute à ça la position d'Apple aujourd'hui comparée à il y a 20 ans, où tout le monde donnait la société pour morte, et donc il y avait tout à recréer, donc énormément d'innovation, il y avait énormément d'excitation, d'attente autour des produits. À mon sens, après c'est un avis personnel, il y a plus du tout cette effervescence. Voilà, on va avoir des Mac de plus en plus fins, des iPhones de plus en plus fins. Ok, super, mais quoi d'autre? Voilà, et du coup nos regards se portent ailleurs sur notamment Microsoft. Ça va en faire hurler beaucoup, mais je trouve que Microsoft aujourd'hui a une position. C'est un scoop, ça, ce soir, ce que tu nous dis. Non, mais il se passe plein de trucs aujourd'hui autour de Microsoft et plein d'autres compagnies. Mac Plus victime de Microsoft, en fait, c'est ça, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est bon, mais réellement, on a gagné. Je n'irai pas jusque-là. Mais en gros, voilà. Donc, et du coup, on s'est retrouvé autour de la discussion en disant, bon, aujourd'hui, il n'y a plus la motivation, c'est ultra chronophage, sans compter à ajouter à ça les coûts d'exploitation. De plus en plus lourds. De plus en plus lourds. Il y a quand même une volonté, Cédric, de se professionnaliser, comme a su bien le faire en son temps Mac Génération ou Mac Forever. On s'est vraiment posé la question en disant, voilà, si on veut continuer, il faut qu'on s'en donne les moyens. S'en donner les moyens, ça veut dire une équipe minimum de 3-4 personnes à plein temps. Donc une structure d'un peu plus lourde. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? On s'est dit non. Enfin voilà, on a tous des carrières respectives avec plus ou moins de succès, et on en est très content. Et on s'est dit faire ça à plein temps, non. Et encore une fois, on n'est plus en mesure d'amener ce qu'on a amené il y a quelques années. Sachant que le postulat de départ... Autant laisser la place à des gens qui le font mieux. Ouais, sachant que le postulat de départ, ce n'était pas forcément de créer un média, hein, c'était d'abord, tu l'as dit, une action de pure passion. Florian, du côté Mac Génération, la naissance, c'est un peu la même chose. Hein, il n'y avait pas forcément une volonté d'en faire tout de suite un business autour de Mac Génération. Non, bah alors moi, j'étais pas là, mais je crois que les principaux sites Mac Forever, ça doit être pareil, et Mac Plus évidemment, sont toujours nés d'un tout petit groupe d'étudiants qui avaient une passion pour le Mac. On l'a pas cité, hein, du côté de Mac Plus, c'était Calmusac et Omery, hein, voilà, il faut quand même les citer ce soir. Qui se sont trouvés avec l'Internet qui arrivait, la possibilité de se connecter, de créer des sites, d'alimenter ça régulièrement. Puis Apple avait besoin de relais, hein, je te coupe, pardon Florian, mais... Oui, enfin, disons qu'il n'y avait pas une demande d'Apple, mais je pense que c'est venu plutôt de... Non, au sens où Apple n'était pas bien, était vraiment dans la tourmente. Oui, c'est vrai que c'était une époque où il fallait un petit peu défendre la... Voilà, il y avait une réaction de résistance. On parlait de Microsoft tout à l'heure, il y avait une vraie action de résistance, parce que les médias tech traditionnels avaient tendance plutôt à dévaloriser la marque à la pomme. Du coup, alors je sais pas si c'était la motivation vraiment de défendre, ça faisait partie de ce qu'on faisait quand tu faisais des articles autres, mais il y avait plutôt une passion, comme il y aurait un gars qui est passionné de football et qui veut faire un site sur le football. Et puis chacun a fait ses sites. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, à peu près, je crois que les 3 sites, les Mac Plus, Mac Forever et Mac G, ont tous, vraiment à peu près en même temps, c'était pas coordonné, mais décidé de professionnaliser dans le sens d'avoir 1 ou 2 personnes à demeure qui fassent ça à plein temps. C'est-à-dire que Didier, je crois que c'était ça notamment, il finissait ses études, ou mon collègue c'était ça aussi, et il y avait un cap qui était à franchir, et si on voulait que les sites se développent, il fallait faire ce que disait Cédric, c'est d'avoir des gens à plein temps et qui font que ça. Parce que les lecteurs ont envie d'avoir du contenu qui vient régulièrement, et on ne peut pas faire ça éternellement, un coup le mardi, un peu le jeudi. Il faut le faire de manière régulière. Et s'en donner les moyens. Et tous les 3 sites ont embauché 1 ou 2 personnes, et chacun après s'est développé un peu plus que l'autre. Mais ce que disait Cédric est tout à fait vrai, c'est qu'au bout d'un moment, si on veut être là régulièrement, il faut une équipe
importante entre guillemets, parce que nous on est 8, c'est pas énorme. C'est quand même pas mal. Hein, non, 8, oui. Non, je pense à des clubiques ou autres. Bon, oui. On est 8, on a 2 développeurs dans les 8. Qui sont voisins à Lyon de Mac Génération, partenaires de cette émission. Donc il faut, oui, effectivement, se développer, embaucher, et puis surtout avoir des gens à plein temps et qui soient capables de faire des actus, en gros, de 7h du matin à minuit, parce que l'Internet ne s'arrête jamais. On a les fuseaux horaires, c'est-à-dire que l'essentiel de l'actu vient des États-Unis, donc il y a ce décalage. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sur la longueur si vous êtes qu'avec des gens qui collaborent de temps en temps quand ils ont un peu le temps. Avec une vraie armée de rédacteurs qui soient prêts à réagir au quart de tour. Oui. Didier, tu as ressenti la même nécessité et au-delà la même lassitude qu'a pu décrire Cédric précédemment pour Mac Forever? Je pense qu'effectivement, comme dit Cédric, le contexte est quand même très différent. Quand on a commencé, on était des passionnés. On n'envisageait pas vraiment, en fait, on a un peu tout inventé, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas WordPress, il n'y avait rien du tout, il fallait tout faire avec ses petites mains. Donc on essayait, on pensait aussi que la presse papier allait sur le web, elle n'est jamais venue. En fait. Donc on s'est retrouvé en première ligne avec ces sites qui sont mis à marcher de mieux en mieux. Et effectivement, Apple nous a quand même aidés, hein, parce qu'il y a eu des problèmes d'affiliation, on a de l'argent. On va y revenir sur l'affiliation. Voilà. Ouais. Donc il y a eu ce déclenchement en fait où à un moment on se dit bah tiens est-ce qu'on se professionnalise ou pas et c'était pas forcément préparé et donc on a tous fait un petit peu ça dans notre coin, on a commencé à monter des boîtes, à embaucher des gens et je dirais voilà il y avait cette petite excitation du début. Maintenant on est 10 ans après et les choses ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de coûts, il y a une énorme demande. Maintenant, il faut développer des applications. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de coûts que les gens n'imaginent pas toujours. Et puis Apple a beaucoup changé. Donc, c'est une boîte mainstream. Avant, on était des rebelles. Maintenant, voilà, on accompagne une tendance. Tout le monde parle d'Apple. Maintenant, on invite le Figaro, on n'invite plus les sites Mac au keynote. Enfin, tu vois, le sentiment de rebelle qu'on avait à l'époque, qui animait la passion, celui-là, il est un peu différent maintenant. Je ne dis pas qu'il a disparu. Hein, mais c'est que Apple n'est plus la marque alternative, on est d'accord. Ouais. C'est intéressant ce que disait c'est Didier, pardon, je vais y arriver, Florian. C'est vrai qu'à l'époque, puisqu'on était ensemble dans la presse écrite déjà, hein, on n'est pas tout jeune, la presse magazine Mac, SVM Mac, Univers Mac, et j'en oublie, n'ont pas su et n'ont pas voulu investir le créneau du web. Pas forcément les journalistes, hein, mais ceux qui décidaient dans les hauts étages et qui aujourd'hui ont quitté ce milieu et c'est tant mieux. Et ça a laissé un boulevard hein, aux sites comme Mac Génération, Mac Bidouille, oui, tout à fait. Pas parlé ce soir. Ce que disait Cédric, que c'était pas prévu qu'ils deviennent des sites comme ils sont aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est que moi, je me souviens chez SVM Mac, c'était il y a 15 ans peut-être. Même un peu plus. C'était même, voilà, je me rappelle d'avoir fait un article. Mac Plus avait 2 ans d'ancienneté. Ouais. Mac Génération s'était lancé depuis 6 mois. Et j'ai fait un article sur les sites Mac en général, un peu américains, et puis les français. Et c'est pas qu'on avait le sentiment que des titres papier allaient vivre éternellement, mais il y avait ces sites, on se disait, bon, c'est sympa, ils font du boulot qui est plutôt pas mal, mais on ne se sentait pas menacé. Et puis il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivé chez MacG, c'est une période où, on a donc 2007, où certains de mes collègues qui étaient dans des gros groupes de presse commençaient à aller un petit peu dans les sites, mais on se disait, tiens, il prend des risques. Ah, lui, j'avais un collègue qui était parti au numérique, on se disait, tiens, il est dans un groupe de presse, on venait d'être acheté par BFM, donc c'était le groupe 01net. Pas de gros mots, Cédric, merci. Florian, pardon. Non, je plaisante. C'était un groupe assez important, donc on pouvait se dire, tiens, machin, il a un bon poste ici, il va travailler au numérique, hein, c'est un peu risqué. Et puis moi, je me suis retrouvé, l'univers Mac fermé, je me suis retrouvé de chez MacG. Je connaissais pas trop Christophe, il y avait quand même une sorte de prise de risque, on se disait, tiens, on quitte un support papier qui est quelque part confortable, dont on sent que ça va pas très bien, ça va peut-être pas évoluer très longtemps, mais est-ce qu'aller sur les sites, c'est pas une grosse prise de risque? Donc c'était un peu dans cette mentalité il y a 10 ans. Aujourd'hui, on se poserait plus la question, mais c'était ces sites se sont vraiment grossis et ont remplacé les titres papier qui ont fait. Il n'y en a plus beaucoup de magazines papier, il y a encore quelques dinosaures dont je fais partie, mais c'est parfois un peu difficile aussi, on rame. Quel regard tu portes sur tout ça, Paul, toi qui fais partie d'une nouvelle génération, qui a grandi avec les sites Mac, qui t'ont un peu, qui ont fait ta culture, quelque part Mac que tu as aujourd'hui, d'une manière, par capillarité, dirons-nous. Quel regard tu portes un petit peu sur l'évolution de ces sites aujourd'hui? Moi, tous ces sites, je les ai tous beaucoup lus quand même. Mais c'est vrai que très rapidement, en fait, dès qu'il y a eu des appareils mobiles, je les ai
beaucoup moins lu sur un ordinateur. Très vite, en fait, je suis passé par une application, donc j'ai pas tout à fait la même impression de lecture. On reparlera des sites américains. Oui, tu n'avais pas forcément les mêmes besoins. C'est-à-dire, tu lisais par exemple différemment Mac Génération ou Mac Forever que tu pouvais lire par exemple un magazine. Exactement. C'est-à-dire que très vite, ça a été une expérience de lecture très différente. Et plus dans l'instantanéité. Exactement. Sur le web. Voilà. Et dès qu'il y a eu des applications, en fait, d'un coup, je me suis mis à plus les lire et en même temps à moins les regarder, si je puis dire. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une multiplication de sites Mac, de sites Apple en général, avec l'explosion de l'iPhone en 2007, à peu près au moment où tu es arrivé, Florian, à Mac Génération. Est-ce que, quelque part, la situation dans laquelle se trouve, même si la situation n'est pas si sombre que ça, mais la situation dont se retrouve plutôt Mac+, elle n'est pas due au fait qu'il y a trop d'acteurs, il y a trop de sites Mac aujourd'hui? C'est vrai qu'on s'adresse à un public francophone, alors potentiellement c'est large, mais on a quand même une audience qui est de manière très importante, quand même, il faut le dire. C'est combien de visiteurs uniques aujourd'hui sur Mac Génération? Allez, à la louche. Moi, alors on m'a donné les chiffres, c'était 3 millions de vues par mois. Donc je répète. Pour un site entre guillemets communautaire, c'est pas du tout l'audience d'un site communautaire, on est bien d'accord. Non, c'est un bon site. Non, mais je veux dire, c'est l'audience d'un site tech généraliste, on est d'accord. Voilà. On s'adresse à un public francophone, donc ça peut être très large et ça déborde le cadre de la France, mais on reste quand même sur notre audience est quand même très largement faite de gens qui vivent en France. Et après, il y a des Suisses, un peu des Belges. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, il y avait 4 sites. D'accord. Il y a 4 ou 5. Non, c'est pas. On a besoin encore de quelques années pour être indépendant, vous allez voir. Il y a 4 ou 5 sites, c'est peut-être beaucoup. Ouais. En même temps, après, tout dépend de la manière dont on fait les actus. C'est vrai qu'on a toujours un cœur d'actualité qu'on va tous traiter parce que c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais après, chacun a sa manière de faire. On peut retraiter une actualité sous un autre angle. Donc, à la limite, on peut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Si vous essayez de faire les choses un peu différemment, vous pouvez à la limite très bien vous en sortir. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Cédric, d'arrêter au moment où finalement Apple est à son firmament, où Apple n'a jamais été aussi populaire, et donc potentiellement où il y aurait un réservoir, même si le mot est horrible, de lecteurs jamais, enfin inédits, en France en tout cas. Mais c'est là tout le paradoxe. On a eu la discussion avec Didier quand on a fermé. En fait, on se faisait la réflexion que Apple s'était jamais si bien porté, et au moment où nous autres acteurs du monde Mac francophone tirions la langue pour survivre, après à différents niveaux. Encore une fois, on a préféré, nous, en ce qui nous concerne, fermer sur une note positive, c'est-à-dire avec, comme disait Florian, un aspect conséquent en termes de visite et de qualité. Mais après, on se pose la question, encore une fois, où on peut innover. Est-ce que ça vaut le coup d'innover? En ce qui nous concerne, sur le monde Mac, on estime qu'on n'avait plus rien à dire, mais effectivement, c'est un paradoxe, et Didier le faisait remarquer, c'est-à-dire à l'époque où Apple avait besoin de nous pour relancer la marque, quand Jobs est rentré au Bercail, on était invités à tous les événements, limite on avait le tapis rouge, j'exagère, mais c'était un peu ça. En ce qui concerne Mac+, on avait même eu les droits de retransmission vidéo d'une keynote de Jobs à la porte de Versailles. On avait été autorisé à filmer et à streamer l'événement en direct. Tu sais bien, Cédric, Monsieur X est parti. Oui. Ça change tout. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est très compliqué. Le paradoxe, par exemple, moi vivant à San Francisco, passer d'Apple France à Cupertino directement, ça semblerait la progression logique pour avoir des tests produits en avant-première. Non, il a fallu que je bataille en disant on a beau être une publication française, on a quelqu'un sur le sol US, c'est quand même plus simple. Non. C'est pas possible, et en fait on se heurte. Il y a plein de petits détails comme ça dans la vie quotidienne des sites Mac auxquels on se heurte, dont les gens n'ont pas idée. En fait. C'est encore une fois un énorme paradoxe que tu décris, Cédric, et on l'évoque tous ensemble, journalistes généralement assez souvent, que ce soit les magazines, les sites Mac, les sites d'actu Apple en général, c'est, même si c'est pas sa vocation première bien sûr, un formidable relais d'évangélisation pour la pomme. Des marques concurrentes se damneraient pour avoir l'équivalent et pouvoir créer des communautés aussi fans. Des marques françaises se sont inspirées pour pouvoir développer leur propre communauté. On pense à Free notamment. Et on s'étonne quand même qu'Apple ne vous tende pas un peu plus la main quand même. Peut-être Didier ou... Ouais. Moi, je veux bien répondre là-dessus. Ou Florian. Oui, vas-y Didier. Je pense qu'au contraire, on est devenu un peu les médias qu'Apple n'aime pas. Pour tout un tas de raisons. Mais la principale, c'est qu'on est les seuls à oser encore critiquer un peu les produits.
Je dirais qu'Apple a instauré un espèce de système très bien organisé avec la presse. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se met à fournir maintenant des produits en avant-première à un certain nombre de médias qui sont généralement généralistes. Qui ont le maximum d'audience. Le Figaro, il y a tout un tas de grands quotidiens comme ça qui ont accès aux produits. Et du coup, nous, je dirais qu'on n'a plus accès à ça, on n'a plus du tout d'exclusivité de la part d'Apple. Et quelque part, quand vous avez un média qui est verticalisé sur une marque, qui est vraiment dédié à une marque, c'est un petit peu comme si Ferrari Magazine n'avait pas accès au Ferrari. Donc on peut regarder de l'extérieur les communiqués de presse et les photos produits, mais c'est très compliqué quand même d'arriver à porter quelque chose en plus si on n'a pas l'exclu. On n'a pas tellement de problème d'audience en fait aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu en es à combien là en termes d'audience sur Mac Forever aujourd'hui? Par rapport aux chiffres qu'a donné Florian, nous on est à peu près à la moitié de ça, où on est un peu plus d'1 million. Ça fluctue évidemment en fonction des mois. Mais pas mal. Hein. On a l'audience qui a toujours augmenté. Avec le mobile, on a récupéré encore des gens. Par rapport à un Clubi qui est notre partenaire, qui va être autour des 5 à 6 millions, il n'y a pas de quoi rougir, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, puis, vraiment, pour un site qui est vraiment centré sur une seule marque, je pense que les gens qui ont un Mac, un iPhone, ils sont allés à un moment ou à un autre sur l'un de nos sites. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, mais c'est assez paradoxal, hein, parce qu'effectivement, plus le site allait bien, plus l'audience va bien, plus Apple va bien, et moins Apple nous soutient. Donc, on paye un petit peu ça quand même aujourd'hui, malgré tout. Florian, quelle solution vous avez trouvée donc, pour pouvoir avoir l'oreille d'Apple? J'ai un peu la réponse, mais je préfère que ce soit toi qui nous explique cela. Juste pour revenir très brièvement sur ce qui a été dit tout à l'heure, le paradoxe qu'un site Mac ferme alors qu'Apple va très bien, je pense aussi, je sais pas si c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais aussi le fait qu'aujourd'hui les produits Apple, on en trouve de partout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui en ont et qui ne s'intéressent pas à nos sites. Ils n'ont pas un esprit communautaire, en clair. Voilà, donc de toute façon, on n'aura pas ces gens-là parce que Apple maintenant touche, ça déborde vraiment d'utilisateurs informatiques fans et ils ne viennent pas sur nos sites ou alors par hasard avec Google. Pour un autre truc, ce que disait Cédric par rapport à Paris-Cupertino, un autre exemple, quand Apple a ouvert son premier Apple Store en Belgique, donc une très belle boutique qui était intéressante à aller voir parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture, c'était un nouvel agencement. Enfin, au-delà de l'ouverture d'un Apple Store, de premier Apple Store dans un nouveau pays, il y avait un nouveau concept d'Apple Store, donc l'actualité était intéressante. Doublement. On avait demandé pouvoir participer à la visite presse qui est toujours faite avant l'inauguration, comme ça a été le cas à Lille, comme ça a été le cas à Lyon. Donc on a demandé à Apple Belgique, mais alors c'était le côté flamand. Le responsable presse nous a répondu au bout d'une semaine et de multiples relances et pour nous dire je suis désolé, il n'y a plus d'invitation, alors qu'il en avait donné la veille à d'autres médias. On l'avait appris par la bande. Alors ok, on est un site français, c'est la Belgique, mais bon voilà, ça paraissait pas une demande dingue d'aller faire un reportage là-bas. Ils n'ont pas voulu, voilà. Après pour Apple, les relations, elles sont Didier l'a très bien dit, il y a quelques médias en France qui sont choisis, le Figaro, Métro, parfois TF1 et puis 01net de temps en temps. Oui, le groupe BFM en général. Voilà, qui ont systématiquement les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads une semaine avant leur sortie, c'est-à-dire entre le moment où c'est annoncé au keynote et la commercialisation. Oui, qu'ils assistent à la keynote aux États-Unis, c'est ça? Voilà, c'est pareil aux États-Unis, il y a cette période d'embargo, ils peuvent le tester tranquillement et tout le monde à la minute près, on le voit sur Twitter, c'est d'ailleurs rigolo. Poum, tous les tests sortent en même temps alors qu'a demandé Apple. Le principe est courant dans la presse informatique, c'est normal. Et c'est vrai que c'est embêtant de ne pas faire partie de ce groupe, non pas parce qu'on a envie de se vanter ou parce qu'on veut faire les cadors, mais c'est frustrant de parler de ces produits tout le temps, toute l'année, et puis quand ils sont enfin commercialisés, on est derrière un peu tout le monde à essayer on va les acheter, et puis on fait nos tests, alors que les tests sont parus déjà sur plein de revues, et on a l'impression d'un effet de déjà-vu qui est un peu chiant. C'est-à-dire qu'on a lu des tests, on fait nos propres tests, on a l'impression de réécrire un peu ce qui a été dit, alors on le fait un peu différemment, mais et à ce côté, voilà, on cavale pour faire des tests produits qu'on aurait pu faire plus tranquillement sur la longueur pendant une semaine et puis faire beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. C'est ce côté, vous êtes des sites Mac, de toute façon, vous allez en parler plus que nécessaire même. Donc, c'est pas la peine qu'on vous mette dans la boucle. Et encore une fois, c'est un paradoxe. Tu voulais finir, pardon, Florian. Oui, la raison donnée, c'est toujours un peu la même, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'iPhone en prêt.
et qu'ils veulent des médias généralistes qui sont. Je pense que c'est plus la deuxième réponse, Florian. Un lectorat spécialisé. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation avec Apple. C'est-à-dire que si on leur dit après coup, là par exemple, on voulait avoir un MacBook pendant 6 mois pour pouvoir le tester sur la longueur. Il y avait un de mes collègues qui partait un mois en vacances, qui voulait l'emmener pour voir ce que ça valait par rapport à son iPad. On le demande, ça vient. Il nous le prête, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas une muraille. Mais voilà, il y a cette distinction entre les sites comme ce qu'a dit exactement Didier. Ouais. Pour être transparent avec vous, messieurs, nous on a que ce soit pour iCreate ou pour on refait le Mac, puisque là j'ai la casquette on refait le Mac aujourd'hui, on a les mêmes difficultés, même si c'est vrai que depuis il faut le noter et Paul en est le témoin, ça s'est amélioré. J'ai l'impression que Apple prend beaucoup plus en compte ce qui se dit sur le web qu'auparavant, et notamment sur les réseaux sociaux. Et comme vous êtes très fort sur les réseaux sociaux et on n'est pas de mauvais non plus, on a un peu plus de poids et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu plus de réponses positives et on peut plus travailler un peu plus étroitement avec Apple. Bon, ça peut toujours s'améliorer, mais ça va un petit peu mieux. Il y a un point qui est paradoxal, encore une fois, c'est que Apple n'a jamais fait de publicité dans la presse Mac, quelle qu'elle soit. C'est quand même aussi un autre paradoxe. N'a jamais soutenu financièrement, ce qui est aussi un gage d'indépendance de vos sites. Mais pourtant, pendant longtemps, elle a beaucoup eu besoin de vous, parce que le moteur économique de vos sites, c'était pas la publicité, c'était l'affiliation, Cédric. Tout à fait, et c'était là le coup de génie d'Apple quand ils ont lancé la campagne Think Different, et après je sais plus quand est-ce qu'ils ont mis en place les affiliations, ça a été quelques temps après le lancement de l'Apple Store. Tu rappelles en 2 mots qu'est-ce que l'affiliation pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots? Tu peux répéter? Tu peux rappeler qu'est-ce que le principe de l'affiliation pour un site internet? En gros, le principe d'affiliation, c'est un échange publicitaire, c'est-à-dire qu'on affiche une bannière publicitaire vantant un produit Apple, donc par exemple un iPhone, les gens cliquent dessus et à partir de là, si la personne transforme son achat, on touche une commission. Alors, c'est pas des milliers et des cents, c'est quelques centimes par vente, mais sur le volume, ça finit par faire une somme d'argent qui nous permet de payer nos infrastructures techniques. Oui, ça a permis vraiment de lancer le business, vos business respectifs. C'était l'affiliation, c'était pas la publicité. Tout à fait, oui. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé à dégager des revenus sur Mac+, et de pouvoir faire grossir le site. Ça a été l'affiliation. Et encore une fois, c'est là tout le paradoxe. C'est au fur et à mesure où Apple devenait de plus en plus successful, je suis désolé pour mes anglicismes, de fait, ils ont commencé à réduire la voilure sur les affiliations, c'est-à-dire par exemple, au départ, quand ils lançaient un nouveau produit, le nouveau produit était automatiquement dans la boucle de l'affiliation, et c'est plus le cas aujourd'hui pour les iPhones ou les iPods ou les iPads ou l'Apple Watch. Par exemple, le produit sort et il peut s'écouler un mois avant qu'on ait accès à l'affiliation, ce qui fait que toutes les ventes vont directement 100% à Apple et nous on ne touche pas de commission. Voilà. Là c'est pas très réglo quand même l'attitude d'Apple sur ce créneau-là. En même temps c'est pas très réglo, oui et non. Apple c'est pas une entreprise philanthropique. Non mais je sais bien, mais oui, mais aussi il y a aussi du relationnel dans le. C'est important d'avoir des médias comme ça qui parlent d'Apple et qui ont le regard juste pour attaquer justement ou défendre justement une marque. On est bien passé pour le savoir, on refait le Mac. Certes, mais on est au stade où Apple pourrait acheter la Grèce et combler la dette au-delà. Oui. Donc de fait, ils ont plus besoin de nous. C'est un triste constat et c'est comme ça. Et à la limite, si j'étais à la place de Tim Cook, je pense que j'en ferais tout à fait autant d'un point de vue business. Mais c'est encore une fois, c'est là tout le paradoxe, c'est qu'ils peuvent se passer de nous. Ils ont des Apple Store dans quasiment tous les pays du monde. Oui, mais pour lancer l'Apple Store en ligne, il a fallu mettre en orbite l'affiliation. L'affiliation a permis de mettre en... voilà, vous avez été quand même un vecteur formidable. Didier ou Florian, pardon, l'arrêt de l'affiliation, ça a été quand même une très mauvaise nouvelle pour les sites Mac. C'est là qu'il a fallu vraiment mettre les bouchées doubles sur la pub, en clair. Oui, bon, en fait, je pense que MacG a fait la même chose que nous, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Apple effectivement nous donnait moins de revenus, parce que quelque part c'était un moyen quand même de nous financer, forcément on a cherché à se diversifier, à faire un peu plus de pub, à lancer des services. Je sais que MacG fait des livres maintenant, nous on a lancé une boutique, on a lancé du tracking de reefer, enfin on s'est tous développés en fait autour de ça. Des produits dérivés.
Pardon ? Les produits dérivés, je disais. Oui, exactement. Mais il faut quand même savoir que effectivement, Apple, quand tu es un média et que tu es dédié à une marque, si tu n'as pas du tout le soutien de la marque, c'est quand même très très difficile de perdurer. On n'a plus le soutien au niveau produit avec les exclusivités, comme le disait Florian, et de plus en plus, on a de moins en moins de soutien financier. Donc Apple ne fait pas de publicité chez nous. Affichage en display. On n'a jamais fait, d'ailleurs. Le programme d'affiliation est terrible parce qu'on a habitué, nous, nos lecteurs, à aller sur l'Apple Store pendant 10 ans, 15 ans. Et maintenant, on nous dit, ah bah oui, mais dès qu'il y a un produit qui marche, on vous coupe l'affiliation, donc vous n'avez plus de revenus. Et c'est des sommes importantes. Aujourd'hui, on parle je sais pas chez mes confrères ce que ça représente, mais ça peut représenter 1 ou 2 emplois sur un site comme nous. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en clair, voire plusieurs centaines de milliers pour faire. En fait, je dirais que si du jour au lendemain, ils nous coupent l'affiliation, je ne sais pas qui arrive à tenir avec l'équipe en place, quoi. Aujourd'hui, c'est effectivement un de nos moteurs qui reste important. Et Apple, en fait, aujourd'hui, a effectivement les moyens de se passer complètement de nous. Elle le fait déjà pour les produits parce que c'est plus intéressant d'avoir un bon article du Figaro, de The Verge et de tous ces petits sites qui sont un peu coquinés pour avoir les produits en avance que de voir des reviews chez nous, peut-être un petit peu moins bien notés. Ouais, mais Didier, tu sais que c'est avec les petits courants d'eau qu'on fait les grandes rivières. Florian, concrètement, pour conclure sur l'affiliation et avant de passer au busomètre avec Paul. Oui, exact. Comme disait Didier, c'est vrai que donc l'affiliation n'a pas disparu, mais les taux de commission ont régulièrement baissé. Et puis il y a ces lancements de produits où on n'a pas, ou pendant 2 mois, elle n'existe pas. Et puis l'affiliation revient. Et là, on se dit, alors quand elle revient très vite, on se dit tiens, c'est marrant, peut-être que le produit se vend pas assez. Donne-moi un exemple, par exemple, Florian. On regarde un peu le délai d'attente. Ouais. Et du coup, oui, on a lancé des livres. C'est un truc qui marche pas trop mal. On en a vendu, je crois, Anthony me disait qu'on en avait vendu 100 000, des livres électroniques sur l'iTunes Store. Parce qu'il faut trouver d'autres sources de revenus. C'est un petit peu toujours à la limite, je dirais, idéalement, ça serait très bien si on ne dépendait plus du tout d'Apple d'aucune manière. C'est-à-dire, à part les relations de prêt de matériel de temps en temps, je veux dire, financièrement, de ne plus en dépendre, ce serait finalement pas mal du tout, après tout. Mais il faut trouver d'autres... Oui, même déontologiquement, on pourrait se dire, il y a une barrière qui ne peut pas être franchie. Oui. Alors, il faut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ne sont pas du tout chiants quand on a mis des mauvaises notes sur des iMac ou des machines. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle en disant, comment ça c'est l'iMac on n'a aucun contact de ce côté-là. Je n'ai pas toujours connu ça, moi, personnellement, Florian. Ouais, mais non, Ça dépend un peu des articles quand même. Ça dépend du Mac. Le Mac Retina à disque dur à plateau, plateau, il y a des petits comprennent. Oui, là, il peut pas trouver de moyens de trouver des Non, mais je veux dire, ça. je me rappelle pas dans les années précédentes avoir eu quelqu'un d'Apple qui. Non, moi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. qui disent tiens, vous avez cassé cette machine, on vous en prête plus autre. Donc oui, on a trouvé on a lancé des livres électroniques parce que ça permet de trouver d'autres sources de revenus. On a fait un Club MacG où on supprime la pub dans l'app pour moyen. Alors Florian, on va parler de tout ça si tu es d'accord dans la deuxième partie de cette émission de comment sortir de ce système, quelle solution face au bloating, est-ce que le tout gratuit c'est fini, l'abonnement, on va voir tout ça, mais d'abord le busomètre avec Paul Rony. Allez, le busomètre avec Paul Rony, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. Alors là, parce que je m'expose en face d'autres spécialistes. Ah bah oui, là tu es sous étroite surveillance. Bah oui, là ça va faire très très mal. Alors allons-y, numéro 1. Alors numéro 1. L'Apple Watch 2 ne serait pas pour le mois de mars. D'accord, finalement, d'accord. C'est une polémique qui a... Pomme Z. Une fausse polémique qui est partie à la base d'une analyse, qui est devenue un constat, qui est devenue des informations provenant de la chaîne de production. Donc on ne sait pas très bien, mais elle ne serait pas lancée en mars. Voilà, pour résumer, les nouveautés de cet Apple Watch 2, ce serait une plus grande finesse, un chip Wi-Fi qui lui permettrait plus d'indépendance par rapport à l'iPhone et une petite caméra pour faire du FaceTime vidéo. Waouh, même une caméra. Voilà. Z. Et la batterie ? Et la batterie, là, grosse inconnue. D'accord. Tu auras la batterie case pour Apple, tout ça pour dans Apple Watch un modèle 2. plus fin, bien sûr. Dans un modèle un peu plus fin, évidemment. Oui, voyons, allons-y. On reparle de modèle plus fin avec l'iPhone 7 qui n'aurait pas de prise jack, ça devient presque une évidence. Aux grandes dames de certains, puisque Apple aurait demandé, selon certaines informations, aux accessoiristes pour les citer. Belgium iPhone, de ne plus utiliser la prise jack pour leurs accessoires et de faire appel au Lightning. On sait pourtant, notamment quand on a lu les très bons tests de MacG, que les casques Lightning pour le moment sont tous assez pourris, mais on verra ce qu'il en est l'année prochaine. Ou alors tu prends un casque sans fil. Voilà, exactement. C'est peut-être ils ne sont pas tous pourris, mais c'est vrai qu'ils sont de qualité inégale. Troisième rumeur, on reparle de la voiture Apple, le fameux projet Titan, avec 2 informations cette semaine. Le patron de Ford qui a dit « J'y crois »,
ils en sont capables. Et également une rumeur en provenance du Canada, Apple aurait installé ses bureaux à côté de ceux de la société QNX qui appartient à BlackBerry, qui s'occupe d'informatique embarquée, donc très utile pour les voitures. Quatrième rumeur. Quatrième rumeur, le Li-Fi dans l'iPhone 7. Mais c'est quoi que le Li-Fi, Paul Remy ? Le Li-Fi, c'est un nouveau Wi-Fi, mais si vous voulez, qui est très concentré. C'est-à-dire que là, je me tiens sous cette lampe. Si j'ai mon iPhone ici, je vais recevoir des données à très haut débit. Mais si je me retire comme un de ce rayon champ, lumineux. comme un rayon lumineux, Mm-hmm. si je me retire de ce champ, je n'ai plus de Li-Fi. Donc ça marche dans une pièce comme celle-ci, sans mur. Voilà. Donc c'est de la communication de proximité, vraiment. De même que le Mac a été le premier appareil de grande série à être équipé du Wi-Fi, l'iPhone serait donc le premier appareil équipé du Wi-Fi, mais industriel. Voilà. On ne sait pas si Phil Schiller va sauter à travers un cerceau comme il l'avait fait avec l'iBook, mais ce serait amusant. Non, il n'avait pas sauté à travers un cerceau, c'était Steve Jobs, mais lui, il avait sauté sur un matelas pneumatique. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Florian. Ça remonte il y a quelques années. 98. Cinquième rumeur, l'iPhone 5e. Donc l'iPhone 5e, on rappelle un petit peu ce que c'est. C'est un iPhone 6 de 4 pouces. On a vu ce matin tôt une nouvelle vidéo qui présentait qui présenterait ce supposé nouvel iPhone qui sortirait lui en mars. Voilà. Bon. On n'en sait pas tellement plus sur ce modèle, si ce n'est qu'il aura un écran de 4 pouces, un processeur A8 ou A9, et attention, grande nouveauté, il serait disponible en 8 Go de stockage. C'est une plaisanterie. Ce qui serait franchement dégueulasse. Alors, vous validez ou pas les rumeurs de Paul ? Qu'est-ce que vous pensez du classement de Paul cette semaine ? Ouais. Je sors de partiel, je suis à fleur de peau sur les notations. Enfin, il a fait que la synthèse de ce qu'il a vu cette semaine, entre autres sur ma génération, hein, Florian. On n'a rien oublié, ça va ? Tu valides ? Attends, tu peux juste remonter ton tableau, juste une seconde. Ah, il est là, il est toujours là. Il va revenir et c'est la régie qui va te l'envoyer, voilà. L'Apple Watch 2, pas pour Mars, c'est la planète ou le mois ? D'accord, voilà. Ben, il y a Mars et ça repart. C'est bien connu. Juste une petite question, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question ici, On refait le Mac sur la source de ces rumeurs. Il y a un site qui pourrait être comparable à Mac Forever ou à Mac Génération aux États-Unis qui cartonne en termes de sortie de rumeurs, c'est 9to5Mac. Comment un site comme celui-ci arrive à sortir autant d'informations qui sont souvent justifiées, vérifiées? On se souvient tous de la rumeur du MacBook l'année dernière avec carrément une vidéo et un design 3D qui était très proche du produit final. Le MacBook, c'était pas mal du tout. Ouais, Gurman avait sorti s'ils avaient fait un schéma, donc il a vu ces infos, puis il avait fait faire un schéma du produit. Ouais. Il y avait une ou deux petites erreurs, mais alors c'était vraiment pour chercher le détail. Ouais, mais quand même, c'est énorme ce qu'il avait fait. Ah ouais, non, mais c'était respect, hein, c'était vraiment pour chipoter. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, il y a des produits qui sortent assez... le cycle des rumeurs, on sait que vers décembre, janvier, on commence à reparler des nouveaux iPhones. Il y a des produits comme les Mac et le logiciel aussi, où on se dit... le logiciel est fait surtout à Cupertino, donc c'est un peu plus blindé. Par exemple, l'application qui est sortie hier, personne n'en avait entendu parler. Et le MacBook, c'était quand même un coup, on se dit, mais à quel niveau il est allé taper pour avoir un renseignement, parce que ça s'est fait quand même pas mal de temps avant la sortie. Et à quel niveau il a tapé pour avoir un renseignement à ce point précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pour avoir ce genre d'informations, d'avoir des journalistes aux États-Unis, voire des journalistes carrément en Chine, puisque c'est plutôt là-bas où ça buzz. Oui, c'est que dans 5 ans, il va peut-être falloir parler le mandarin, parce qu'il y a certains sites, des fois, ça pique les yeux quand on... C'est déjà le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent quand même des chaînes de production et qui, effectivement, des employés, souvent, qui arrivent à sortir des petites coques, des petits bouts de trucs comme ça, mais je dirais que ça, c'est devenu assez courant. D'arriver à sortir des choses de Cupertino, c'est quand même plus compliqué, et il faut avoir des gens qui ont envie de balancer l'info. Donc je pense qu'on a tous eu des sources à des moments donnés, avec les rotations de personnel, etc. On les perd, on les regagne derrière. Donc il faut une certaine affinité avec ces gens-là. Évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Hein. On aimerait tous avoir une source géniale au fin fond de Cupertino. Et puis en étant français, je veux dire, bon, il y a pas non plus, il y a beaucoup de Français à Cupertino, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc, il y a Cédric qui est pas loin de nous, hein, regarde. Il y en a beaucoup plus que tu ne penses. Il y en a beaucoup, mais le problème, c'est que c'est pas des équipes de 500 personnes. S'il y a 2 Français dans une équipe de 12 et que vous avez l'info sur ce sur quoi ils travaillent, c'est délicat de sortir l'info. Non, et encore une fois, c'est dans le DNA d'Apple, c'est la culture du secret. J'ai plein de contacts moi, et pour être allé interviewer chez Apple plein de fois pour du boulot, c'est quelque chose encore une fois de palpable et
les conditions sont telles que personne n'est prêt à mettre son emploi en ligne juste pour révéler une info. Même quand ils sont partis d'Apple, une fois j'avais posé la question, mais c'est une question banale, c'était je crois sur les procédures de recrutement chez Apple, enfin, une question qu'on peut poser pour n'importe quelle société. Bien sûr. Et le type, alors je le connaissais pas, donc il n'y a pas non plus mais c'était un Français, mais il voulait pas en parler, alors qu'il était plus chez Apple depuis des années. Et à ce côté, oui, on se mure dans le silence avant et pendant et après. Alors revenons au sujet de cette émission, à savoir l'impact, entre autres, des adblocks sur vos sites. Quelles solutions vous en avez trouvées? Comment évoluer? Quel avenir pour la presse high-tech en général sur le web? Déjà, revenons sur le phénomène du adblock. On sait qu'il y a des listes blanches. Est-ce que ça vous semble être une solution aujourd'hui de payer en clair pour que vos publicités soient visibles et continuent à être consultées? Alors, adblock, qui veut prendre la parole? Vas-y, Didier. Didier, alors, allons-y pour Didier. Adblock, c'est un truc très particulier parce que voilà, quelqu'un installe un bloqueur de pub sur son ordinateur et ça punit en fait tous les sites d'un coup. C'est-à-dire que pour après débloquer la pub sur Mac Forever, sur MacG, il faut une action du lecteur qui n'a pas forcément conscience d'ailleurs qu'il a installé le bloqueur de pub. Donc c'est quelque chose déjà de très compliqué à gérer pour dire aux gens, écoutez, voilà, vous avez installé un bloqueur de pub, même de leur dire, des fois il y a beaucoup de sites qui se refusent à leur dire. Nous, on a pris le parti, effectivement, de détecter ça. Donc, quand il y a des gens qui ont des bloqueurs de pub, on leur affiche un petit panneau humoristique, on a fait une petite BD sympa. Et puis, on leur dit, voilà, vous avez un bloqueur de pub. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous voulez le débloquer ou alors prendre un abonnement payant pour avoir le site? Donc, c'est assez complexe, en fait, comme formule, parce que ceux qui ont créé ça, c'était sur de bonnes intentions, je pense, à la base, mais après, ils se sont dit, pour maintenir ça, il faut quand même de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent? On va aller, finalement, racketter l'argent où il est, c'est-à-dire vers les régies pub, mais on va aller le prendre différemment, c'est-à-dire qu'on va demander aux sites de payer pour laisser leur pub s'afficher. Donc les gros acteurs ont dit oui, pas de problème, il y a des millions en jeu, Google a dit oui, Outbrain, ils ont signé avec tous les gros, sans le dire évidemment à leurs clients qui seraient outrés de ce genre de procédure. Et en fait, voilà, c'est un petit peu des process sous le manteau, c'est des firmes qui ont une façon de faire qui est vraiment très discutable, mais pour les petits acteurs comme nous, c'est pas possible de payer parce qu'on nous demande plus c'est quelque chose comme 1000 ou 2000 euros par nom de domaine pour laisser passer tes pubs. Ouais. Et ça profite aux gros sites, aux gros à des Google, à des YouTube, à des choses comme ça. On va avoir des gros sites médias, encore une fois. Du côté de Florian, vous avez aussi fait le choix, tu le disais à l'image de Didier à l'instant, de sensibiliser votre lectorat de la nécessité de l'impact vraiment négatif. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience après les articles? Je me souviens que vous avez publié notamment cette année, l'année dernière, à la rentrée. On n'a pas fait comme Mac Forever ou d'autres sites où il y a un message qui apparaît. On en a discuté, on a eu pas mal de discussions fait des articles, en clair. sur ce qu'il fallait faire. On a fait par contre effectivement un article pour expliquer la situation. Parce qu'on avait une personne qu'on avait dû licencier parce que ça devenait un petit peu compliqué. Alors j'ai pas les chiffres en tête à part ce que je disais tout à l'heure du 40%, mais on a senti que ça allait un petit peu mieux après. Mais c'est vrai que de toute façon il y a une habitude qui est prise. Alors après moi disons que nous, on est dans une situation qui est un peu différente des lecteurs, c'est qu'on a un pied en tant que lecteur quand on lit les autres sites, et un pied dans un site web où on vit de ce site web. En tant qu'éditeur. D'un côté, je comprends les gens qui en ont marre de la pub. Moi, la télé, ça me saoule. Sur des sites, ça me saoule aussi. Tu vas voir quand tu vas voir, on refait le Mac. Mais en même temps, je sais aussi... C'est pas nous, malheureusement, on est tributaires de Dailymotion. Voilà. Mais je sais aussi, je vois les choses de l'extérieur et de l'intérieur, et les gens ne voient généralement que l'extérieur. Et l'intérieur, je vois aussi ce que ça implique de ne pas avoir sa publicité bloquée, parce que ça paye les salaires des gens. Quoi. Et voilà. Et les gens, il y a pas mal de personnes qui ont l'impression qu'ils croient qu'on est des entités un petit peu floues. Un site web, c'est pas... Même mes parents, des fois, j'ai du mal à leur expliquer ce que c'est un site web. Ils ne comprennent pas comment je gagne ma vie. Et d'ailleurs, oui, on comprend pas. On est une PME, il y a des salaires. On est une PME, il y a des salaires, il y a des impôts à payer, enfin, comme n'importe quelle société en France. Ouais.
Et bon, il y a cette habitude qui est prise, les gens peuvent bloquer la pub facilement, il n'y a qu'un clic à faire. Et puis pendant des années, on n'a pas forcément éduqué les gens pour leur dire que l'actualité avait une valeur ajoutée, donc il fallait la payer. Est-ce que justement, alors on va rentrer en détail sur les plans vraiment que vous avez mis en place, tu parlais tout à l'heure, Florian, des livres, le Club MacG. Ou le Club MacG, mais est-ce que justement la solution, et vous croyez qu'il peut y avoir un modèle payant pour vos médias en général, pas forcément Mac Génération, Mac Weaver ou Mac Plus, un modèle payant sur le web, est-ce que les gens sont prêts à payer? On a vu Mediapart qui fonctionne assez bien, dans un domaine assez particulier, évidemment, de l'investigation. On voit que le Monde fonctionne bien également. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la solution de demander tout simplement passer en un mode payant avec un système par abonnement? Et tu vois, moi, quand j'étais ado, on payait tout. On payait la musique, on payait la presse. Ouais, tu achetais SVMac, tu achetais Univermac, c'était le bon temps. Exactement. Et on payait aussi pour la connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, on achetait nos encyclopédies. Ouais. Et pardon, je ne suis pas très vieux, mais il y a toute une génération en fait, qui est arrivée après nous et qui n'a plus rien payé d'un coup. C'est pas tout. Tu diras après. Voilà. C'est donc de ta faute, Paul. Un petit peu tout, quoi. Ouais. Et non, mais c'est vrai qu'il y a, en fait, la valeur qu'on donne aux choses est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi, j'achète encore des magazines et tu payes 3, 4, 5 euros, des fois même plus, pour un truc qui va t'occuper une heure. 6 euros pour MyCreate, par exemple. MyCreate, par exemple. Mais tu vas pas être prêt à mettre même des fois 1 euro par an pour ton site que tu lis du matin au soir toute l'année. C'est ce sentiment en fait de la valeur des choses est très très important, je pense. Et je pense que la grosse démarche aujourd'hui, le but de tous ces sites, c'est d'arriver à montrer aux gens que voilà, derrière, il n'y a pas juste un site internet, il y a vraiment des gens qui bossent, il y a du contenu et que le jour où ils seront plus là, quoi. Et on n'aura plus nos applis, on n'aura plus les notifs, on n'aura plus le contenu qu'on aime bien tous les jours. Donc c'est très compliqué en fait d'arriver à passer d'un modèle un peu virtuel à faire sortir la carte bleue pour dire mais ça vaut vraiment de l'argent, ça vaut le coup que je mette un petit peu de pognon pour aider ces mecs qui veulent bosser, quoi. Mais tout le monde a le problème en fait, dès qu'on est sur le net on a du mal à sortir sa carte de crédit et moi le premier. Donc. La vertu d'Apple, c'est encore une fois, c'est ce qui fait le succès d'iTunes notamment, c'est le one click. C'est pas toujours évident de le retranscrire dans la presse notamment. On va en parler, je ne sais pas si on aura le temps parce qu'on est très en retard, mais brièvement, quelle solution vous avez choisi? Tu en parlais tout à l'heure, Florian, plutôt que du payant, vous êtes dirigé vers d'autres solutions comme le Club MacG. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est un abonnement où on prend sur l'application et ça permet de virer les publicités dans l'application iPhone, iPad. Et puis je pense qu'on va tous aller vers un modèle où on aura la même chose sur le site. Je crois que Didier a dû faire ça il n'y a pas longtemps, où le Club MacG va être prolongé sur le site web. Après, c'est vrai, et puis on a les livres, puis il y a des affiliations vers d'autres sites qu'Apple. Mais c'est vrai qu'on se bat aussi, quand Didier disait il y a beaucoup de choses à payer, c'est vrai qu'on se bat aussi contre, quand on dit aux gens de prendre un abonnement chez nous, contre l'abonnement Spotify, contre l'abonnement Orange, contre l'abonnement Canal. Et à la fin Netflix, du mois, c'est des petites sommes qui s'ajoutent, mais... Bon, et l'opérateur Internet, ouais. Voilà, on se bat quand même contre des choses assez importantes. C'est pas forcément, même si c'est des petites sommes, c'est pas forcément évident de dire aux gens si vous pouvez aussi rajouter ça. Il y a à un moment donné, les cordons de la bourse, il faut donc choisir vers quoi on veut s'abonner. Alors, quelle est l'autre solution? Je me tourne vers Cédric. Est-ce que la solution n'avait pas été de regrouper, c'est facile à dire de l'extérieur, l'ensemble des sites Mac et fédérer leur audience qui aurait été là vraiment phénoménale et en faire un gros site média, un énorme site média incontournable? On s'est posé la question en disant effectivement, voilà, de toute façon c'est inéluctable, on va passer au tout payant. Question de temps, mais voilà, il n'y a pas d'autre solution puisqu'on n'a pas su inventer le système. En fait, on a pris un système existant qui était la presse papier et on l'a mis sur le web, mais en gros, on a juste tué le distributeur, mais on vit de la pub. On n'a pas su réinventer la chose. Effectivement, maintenant, tu disais quelles sont les solutions, c'est de se diversifier, c'est-à-dire faire de l'article de fond et des produits dérivés. Donc, MacG le fait très bien, ce sont des livres, des choses comme ça. Après, effectivement, la solution, ça serait d'arriver avec un système de plateforme qui fédère plusieurs publications et d'avoir un abonnement unique et commun pour un ensemble de publications. Le problème, c'est que ça devient très compliqué à gérer puisqu'on n'a pas le même niveau d'audience. Et encore une fois, même si nos chiffres sont respectables, on parlait de millions de visiteurs, plusieurs millions pour MacG, c'était de l'ordre de millions pour Mac+. Mais après, comment on fait la répartition? Mettons, ton abonnement coûte 2 euros par mois. Comment tu redistribues
distribue ces 2 € à l'ensemble de 5-6 publications. À l'arrivée, est-ce que c'est plus valorisant que la pub? Et c'est pour ça, si tu veux, que par exemple aux États-Unis, hormis les groupes de presse qui regroupent leurs propres publications, il n'y a pas vraiment de plateforme d'abonnement commune. Oui, c'est vrai. Et l'autre solution, on a vu que des sites qui ont commencé en même temps que vous, il y a quelques années déjà, on pense par exemple à Clubi, qui ont grossi beaucoup plus parce qu'ils s'adressaient à une communauté beaucoup plus large, pas simplement les utilisateurs de Mac. Et depuis, ils sont devenus des grands groupes médias parce qu'ils sont rattachés à des grands groupes médias. Clubi qui a été racheté par le groupe M6. Est-ce que c'est pas ça aussi la solution? Est-ce que c'est pas ça, pour se dire quelque part, des petits éditeurs de presse, petits, hein, c'est pas péjoratif, hein, entre guillemets, ça devient de plus en plus difficile sur le web aujourd'hui, peut-être Florian ou Cédric? Juste pour te répondre là-dessus, effectivement, quand tu as l'appui d'un grand groupe média, Didier, effectivement, du coup, tu changes de braquet, tu as beaucoup plus de moyens et effectivement, l'argent est moins un problème puisque tu as le support d'un service de régie en interne ou de choses comme ça et ta force de frappe et de fait décuplée. Après, voilà, c'est une question de choix. D'autres emmerdes, entre Florian. guillemets. Ça amène d'autres Vous emmerdes. êtes bien passé pour le savoir, oui. Oui. Vas-y, continue. C'est que, c'est que tu perds ton indépendance, les décisions. Alors, tu as toujours une marge de manœuvre, mais bon, on va te demander d'être rentable. M6, je sais pas j'ai pas l'impression que le patron de M6 soit réputé pour sa générosité. Avec nous, il l'est. C'est pas quelqu'un de très dispendieux, donc je suis pas sûr que Clubi ait des chèques en blanc comme ça qui soient. Non, il y a une obligation de résultat, c'est bien évident. Donc voilà, mais c'est peut-être une solution, je ne suis pas sûr que ça soit forcément de la bonne solution. Alors, pour conclure cette émission et finir peut-être sur un sourire, les solutions que propose Apple pour aider la presse, on a vu qu'il y a eu quelques années le kiosque et l'iPad allait sauver la presse papier. Malheureusement, je peux vous dire que ce n'est pas encore ça. L'initiative Apple News, est-ce que ça pourrait être une solution, histoire de finir sur une note rigolote, messieurs? Et ce sera le mot de la fin. Je vais un peu regarder l'appli, mais pas beaucoup plus parce qu'il faut l'activer. Enfin, c'est pas donc, en résumé, hein, c'est une appli qui fédère un contenu sur mesure en fonction de vos besoins. Oui, Paul. C'est un espèce de mélange de flipboard et du kiosque, quoi. Voilà. Et en contrepartie, dépourvu de publicité, et en contrepartie, Apple, je parle au conditionnel, devrait rémunérer les éditeurs dont les contenus seraient récupérés. On n'a pas vraiment Il y a eu des informations comme quoi des éditeurs qui participent aux États-Unis étaient un peu déçus, puis après il y avait d'autres articles comme quoi ils étaient un peu contents. Donc c'est un peu difficile. Il faudrait déjà savoir un peu ce que ceux qui participent en pensent, et pour l'instant il n'y a pas eu vraiment. Oui, surtout que c'est pas encore arrivé en France. C'est un peu tôt, oui. Juste pour répondre là-dessus, oui, c'est vrai. Et ce sera le mot de la fin. Tout le monde se bat là-dessus ici en ce moment dans la vallée. C'est l'agrégation de contenu. Facebook le fait avec Instant Paper, Google cherche sa solution, Apple avec News, qui est toujours en version bêta et ils sont loin d'être prêts pour avoir vu tourner la chose. Donc en fait c'est un peu le gros truc. Il y a le New York Times et d'autres publications qui font ça vraiment très bien. C'est comment se passer d'un site et délivrer du contenu quel que soit le média. En gros c'est la dématérialisation du média et délivré par n'importe quel canal d'information, que ce soit Facebook ou voilà, c'est de l'agrégation de contenu et c'est là où vers ça va, mais après, comment le monétiser, ça c'est une autre histoire. Et je me demande si Apple News est à ce point important pour Apple. Et du coup, ce qui pose la question, est-ce que vraiment, dans un an, l'appli existera encore? Est-ce qu'il y a vraiment... On sent pas que c'est autant la musique, les apps, c'est important, autant ça... Moi j'y crois à cause de Proactive, parce que je pense que ça va vraiment devenir News, va peut-être disparaître en tant qu'application, mais va rester en tant que service d'agrégation justement, et devenir probablement c'est ça la problématique, c'est qu'elle permette de rémunérer les éditeurs de presse. Apple a jamais vraiment réussi, mais je pense que News va devenir vraiment partie intégrante du système, puisqu'on voit que Siri propose déjà des contenus dans le panneau de gauche, et je pense que News peut renforcer ça, mais on verra quand ça arrivera en France. Petit mot de la fin, entre toi qui a grandi avec les sites internet, qui n'a pas forcément grandi avec l'internet payant, mais l'internet gratuit, tu crois que ta génération serait prête à remettre la main à la poche pour du contenu de qualité en tout cas? Oui, moi j'y pense vraiment avec
que toute la tendance même dans la presse des MOOC, je pense à la revue 21, à 6 mois, des choses comme ça, qui sont des revues qui marchent et qui se développent. Je pense que quelque chose... C'est des revues, c'est pas des revues. Internet. Mais là, justement, sur le web, il y a un moyen de délivrer un message. Tout petit marché. Hein. Et qu'on ait envie de payer pour ce message. Moi, je suis tout à fait prêt à payer le Club MacG, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je trouve que c'est quand même très pratique. On va négocier une petite ristourne. Et on sait que c'est utile. Donc je pense que oui, ma génération est potentiellement... Ils sont durs, les Lyonnais. Tu sais, ils sont très très durs. Elle veut bien payer. Ouais. Mais pareil, c'est ce que tu disais, il faut du one click, c'est-à-dire que l'acte d'achat devienne très simple. Voilà, il y a aussi du travail à faire de ce côté-là. Et moi, je crois beaucoup, même si c'est un petit peu dépassé maintenant cette pensée-là, que le médium, c'est le message, et qu'on ne dit pas la même chose sur un site et dans un autre média, et qu'il y a aussi une manière de dire vous allez sur Internet parce que vous voulez voir tel message mis en forme de telle manière, et ça aussi, ça se paye. Il y a un traitement de l'information qui n'est pas le même et qui mérite d'être rémunéré à sa juste valeur. Puis espérons que cette nouvelle génération, elle soit consciente que les actions que mènent les différents éditeurs de presse, à l'image de Mac Forever, Mac Plus ou Mac Génération, portent leurs fruits, que nous, modestement, on essaie de passer un message, et qu'elle soit consciente, cette audience, que ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit Refait le Mac ou ailleurs, mobilise des moyens, mobilise du temps et nécessite des moyens. L'Internet est gratuit, mais il faut quand même la financer, Internet. Voilà, ce sera le mot de la fin. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence du côté de San Francisco avec Cédric. Alors moi j'ai choisi iFetch, qui est un truc pour les chiens, qui est génial. En fait, tu m'intéresses, explique-moi. Ça permet au chien de jouer tout seul. Il met sa baballe dans une espèce de petite boîte et la boîte lance la balle. Et c'est assez génial. Voilà, moi mes chiens sont super contents avec ça, ils s'éclatent comme des fous. Et donc c'est un peu comme la télé pour les enfants. Non mais rassure-moi, tu pilotes ça avec ton Mac, avec ton iPhone, c'est quoi le rapport? Non, il n'y en a pas, c'est juste un truc, voilà. Y a le pas, c'est juste pour dire, d'accord. Tu branches juste ça. Tu peux lancer le chien. Tu peux lancer le chien. Non, tu peux lancer le chien, mais tu n'as pas besoin de l'iFetch pour lancer le chien. Oui, d'accord, il ne faut pas de trop gros chien. Il faut avoir un grand appartement, c'est ça, il faut... Voilà. Il ne faut pas le tourner vers les fenêtres. Non, pas forcément. Très bien. Merci Cédric. De ton côté, qui avait donc Didier Policani de Mac Forever, ton coup de cœur? Alors moi, ça a été un petit coup de cœur maison, parce que c'est un projet en fait qu'on a développé en interne. Séquence de .com, et qui en fait permet de traquer en fait ce qu'Apple met sur le refurb. C'est-à-dire aujourd'hui le Mac est devenu assez cher, les options, etc. On sait qu'il faut dépenser des petites fortunes, et Apple propose donc des produits reconditionnés, mais un petit peu à la Walou, ils le mettent à jour quand ils veulent. Donc si on veut un produit, je sais pas, un iMac avec tant de RAM, tel processeur, et un disque dur, effectivement, il faut être là au bon moment. Donc nous, on a fait une petite application mobile, il y a des alertes par mail, tout un site internet. On a beaucoup travaillé là-dessus et ça plaît énormément, et c'est très très pratique en fait pour vraiment avoir la config qu'on veut, avec une réduction, je crois, entre 15 et des fois 40%, mais c'est de plus en plus rare malheureusement. D'accord. De ton côté, Florian, ou tes coups de cœur, ou tes coups de gueule, si tu en as? Juste un petit service qui avait lancé Spotify l'été dernier, qui s'appelle Découverte de la semaine. Donc c'est pas nouveau, mais c'est un truc que j'utilise. Je me suis complètement rendu accro à ce truc. Tu n'es pas un utilisateur d'Apple Music, donc là. Voilà, Premium, je paye. Ouais. Et tous les lundis, les utilisateurs ont une playlist personnalisée qui dure 2 heures en gros, avec des morceaux qu'on rassemble automatiquement et qui sont rassemblés en fonction de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a mis de côté. Et c'est assez intéressant parce que le nombre de morceaux est réduit, donc on sait qu'on peut l'écouter pendant toute la semaine. C'est pas 500 morceaux. Et à ce côté, c'est à partir de tous les lundis matins qu'on sait qu'on a un petit truc qui nous attend dans l'app. C'est un peu comme le facteur qui vous apporte le paquet le matin, et il y a ce côté, voilà, tiens, je vous envoie 2 heures de chansons qu'on vous a concoctées à écouter, et c'est un petit rendez-vous, un principe que je trouve assez sympa, et j'ai découvert pas mal de trucs avec ça. Comme quoi, c'est important d'instaurer des rendez-vous, y compris sur le web, et voilà. on est bien passé pour le savoir, on refait le Mac. Merci Florian. De ton côté, Paul? Alors moi, mon coup de cœur, justement, c'est cette application Music Memo Musico, qui est sortie justement hier, cette semaine, et qui a été sortie par Apple, à ma grande surprise en premier, à la grande surprise de tout le monde, et qui en fait permet d'aller... Il y a encore des secrets chez Apple, et qui permet d'aller plus loin en fait que la simple application de mémos vocaux dont on se sert beaucoup quand on fait de la musique, c'est vrai. Là, elle permet de détecter des tablatures, des accords, des notes. C'est vraiment très pratique, ça marche très bien. Et d'habiller. Ouais. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup, je suis très content qu'elle soit sortie, je vous la recommande chaudement. En plus, elle est gratuite, donc allez-y sans modération. Tu nous feras écouter la semaine prochaine ta première production. Avec plaisir, et deuxième coup de cœur qui va un peu avec, GarageBand est enfin optimisé pour l'iPad Pro, et ça, c'est super.
Oui, il était temps qu'il évolue GarageBand parce que c'est vrai qu'en matière de iApps, je ne parle même pas d'iLife, hein, c'était vraiment très prometteur et que c'est vrai qu'Apple c'est un peu encrouté de ce côté-là. Juste, il manque un dernier truc à mon bonheur sur l'iPad Pro. Google, si vous nous regardez, Google Doc, optimisé pour iPad Pro, merci. On utilise Google Doc pour faire cette émission, il en a besoin. C'est juste pour Paul qui va le développer. Voilà. Merci Paul. De mon côté, une autre application s'appelle Freedom de F-Secure. C'est un VPN, c'est une solution de sécurité. Hein. Il y a une black box en fait qui filtre toutes vos données, toutes vos consultations sur Internet. Donc si vous allez sur un site un peu difficile où on peut vous pirater ou consulter vos données, le site sera automatiquement bloqué. Mais son intérêt, il est ailleurs, c'est un VPN. Et donc à partir du moment où c'est un VPN, son interface, regardez, si on revient chez moi en plateau, regardez sur mon iPhone, le rétroéclairage est peut-être un peu fort, mais c'est pas grave. Il y a une map monde, je vais choisir le lieu où on se trouve. Alors je vais choisir par exemple ici les États-Unis. Voilà. Donc là maintenant, le service que je vais consulter me croit aux États-Unis. Si je reviens, si j'y arrive, si je reviens à Freedom, donc il va s'activer d'ici quelques secondes. Ça coûte à peu près une trentaine d'euros par mois. Essayez-le, hein, les 15 premiers jours sont gratuits, ça vous donnera vraiment une idée. Alors, il ne veut pas se connecter, mais ça c'est l'effet Bonaldi. C'est normal. Ok, c'est pas grave, ça vous donne une idée. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi qui ai une épouse anglophone, ça me permet de consulter tous les contenus vidéo américains, australiens. D'habitude, on ne peut pas accéder depuis la France parce que pour des questions de droit, c'est pas bien, je sais, mais c'est parfois utile. Notamment Netflix, vous avez accès à tout le catalogue pour quelques euros par mois. C'est pas cher payé. Ça va pas durer. Il paraît que ça va pas durer, donc allez-y vite, essayez-le, vous allez voir. Les premières semaines sont gratuites, donc profitez-en. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 215e, c'est ça, Paul? C'est ça. Épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu grand plaisir ce soir à retrouver beaucoup de gens que j'ai côtoyés il y a quelques années, et puis notamment ceux qui animent tous les jours l'actualité du Monde Mac. Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser souvent, surtout que vous êtes loin, hein, vous êtes pour la plupart en province, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, moi qui en suis originaire, donc j'espère vous voir bientôt, et qu'on aura l'occasion de refaire des émissions ensemble. Pas tous en même temps. Hein. Oui. Non, oui. Vous revenez quand vous voulez, c'est en résumé. Hein. On se revoit très vite avec TechDope. Bon, d'accord. Ouais, en gros, Didier, c'est quoi l'avenir en clair là, Cédric, c'est quoi l'avenir concrètement? On sait que Mac Plus s'arrête. Il y a un nouveau site qui va prendre le relais bientôt. Sur la il y a en gros, il y a plusieurs choses. Donc, MP Networks, qui l'association qui édite Mac Plus, va continuer ses activités avec notamment l'Argus du Mac, Mac2Sell. Une partie de la rédaction part vers un nouveau projet vers lequel Mac Plus va renvoyer le nom de domaine pendant quelques mois. Ça s'appelle Slice 42, si mes souvenirs sont bons. Slice 42. Et moi, en ce qui me concerne, indécrottable que je suis, je relance TechDope, qui est un magazine iPad. Donc, c'est pas de l'actu quotidienne, c'est vraiment des articles de fond. Dans un premier temps, gratuit, mais payant très prochainement. Ouais, en gros, c'est toute l'actu geek. Donc, on parle de comics, de films, etc. Donc, pas autour du monde Apple, mais des technos un peu à l'image de Wired, ce genre de choses. Merci Sedman, merci Cédric. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous sur Dailymotion. Au revoir.